Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Story Travaux. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume au micro. Merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Alexia. Avec plaisir. Du coup, juste pour la petite histoire, avec Guillaume, on s'est rencontrés via un réseau d'investisseurs, des événements qui sont organisés par l'association Le Cercle des Investisseurs. Donc, comme je dis toujours, c'est hyper important d'aller rencontrer des gens, des investisseurs à des événements, apéros ou autres, parce que c'est comme ça qu'on fait son réseau et qu'on rencontre des gens hyper intéressants. Du coup, Guillaume, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu es devenu investisseur finalement ? Ouais, alors j'ai un parcours un petit peu singulier parce que j'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai fait une formation d'ingénieur en électronique et pendant mes études, j'ai créé ma première société. Au bout de quelques années, je me suis mis à l'immobilier. Donc, je me suis mis à l'immobilier en 2014. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Pour préparer ma retraite, avoir un complément de revenus au moment où j'allais vendre justement ma société. Et donc, j'avais aussi cette problématique d'avoir une société à gérer avec des employés, avec pas mal d'horaires contraintes, même si j'étais pas salarié, forcément il y a quand même des contraintes en termes d'horaire. Donc pour l'investissement immobilier, je me suis mis plutôt à rechercher, à faire un premier test, on va dire, à investir dans un premier bien. En l'occurrence, c'était au début des F2. Et ensuite à le dupliquer, donc à reproduire en fait ce que j'avais fait pour pas perdre de temps à réinventer à chaque fois la roue. Donc j'identifiais un secteur, un type de bien et je le dupliquais pour en acheter plusieurs. Et après coup, donc je suis passé aux immeubles de rapport pour les mêmes raisons, puisque forcément, ouais, le volume fait que exactement. On fait le même travail pour acheter un immeuble que pour acheter un seul appartement, sauf que on divise le risque, on a plusieurs locataires, et donc ensuite je me suis mis sur les immeubles de rapport, et ensuite je me suis mis sur la courte durée. Donc là j'étais plutôt vers Marne-la-Vallée. Donc j'ai acheté pas mal d'immeubles que j'ai transformés en courte durée du côté de Disney. Donc toujours pareil, j'ai dupliqué. Ça m'arrivait d'acheter l'immeuble à côté du mien parce que je savais que la rue, l'emplacement était top, que ça fonctionnait. Donc j'ai fait exactement la même chose en copier-coller. Donc pour optimiser son temps, c'est génial. Voilà, c'est ça. Pour la gestion du ménage, des entrées-sorties, etc. C'était beaucoup plus simple pour les personnes qui travaillaient pour moi et qui travaillent toujours pour moi d'ailleurs. Et ensuite, une fois que j'avais cette expertise-là, on va dire, je l'ai dupliquée, notamment en station de ski et puis dans d'autres villes aussi en province pour encore diversifier un peu plus mon parc. Mais toujours avec un petit peu le même état d'esprit, chercher la même typologie de biens, créer la même typologie de biens en faisant des travaux, parce qu'on va parler de travaux forcément. Et on met bien qu'ils soient justement à la montagne, en Seine-et-Marne ou n'importe où en France. Ils ont la même tête quand on rentre. On va les reconnaître en photo. On pourrait se demander, voilà, c'est vraiment des copier-coller, puisqu'en fait, je me suis fait une sorte de standard une première fois. Enfin, j'ai tâtonné. Hein, je vais pas dire que le tout premier était mon standard, mais j'ai testé ce qui fonctionnait, ce qui était durable, ce qui était meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, une fois que j'avais trouvé mon type de sol, ma cuisine, ma faïence, mon ressort de douche, enfin voilà, vraiment tous les éléments, je les ai simplement dupliqués et appliqués dans tous mes futurs investissements et ceux qui vont venir ensuite. Ouais, effectivement, le fait d'avoir les mêmes matériaux, ça simplifie quand même beaucoup les choses parce que d'aller chercher des références, que ce soit de mitigeurs, de colonnes de douche, de parquet, comme tu le disais, ça prend toujours du temps. Voilà, quand on investit, quand en plus on est entrepreneur,
Le temps, on va dire que c'est la ressource qu'on essaye quand même d'optimiser au maximum. Donc, si une fois qu'on a trouvé des bonnes références, on peut les dupliquer dans les différents appartements, voilà, ça fait gagner du temps. On a déjà éprouvé le produit, on va dire. On sait qu'il est qualitatif, qu'il est durable, donc autant l'appliquer un peu partout. Comme ça, voilà, on va beaucoup plus vite dans le côté investissement. Tout à fait. Et même, ça va aider aussi pour avoir un devis. Puisque quand on est dans la même région, on connaît après nos artisans, nos entreprises. Mais quand on arrive dans une nouvelle région, où on n'a pas forcément des artisans qu'on connaît, on va pouvoir leur envoyer déjà une grille, moi c'est ce que je fais, avec nos matériaux, nos standards, entre guillemets, et eux n'ont plus qu'à remplir. Donc déjà, ça facilite, pour eux, ça leur facilite la vie. Donc pour nous et pour eux, et ça aide à avoir des devis. Parce qu'aujourd'hui, dans pas mal de régions, c'est quand même compliqué d'avoir des devis. On a quand même un manque d'artisans, et donc si on a un projet qui est flou, qui est pas bien défini, où on sait pas trop ce qu'on veut, l'artisan il va passer à autre chose, ou il va pas nous envoyer le devis, ou il va l'envoyer dans 3 mois. Et pendant ce temps-là, le compteur du prêt tourne, donc c'est mieux finalement pour tout le monde en termes de temps. De savoir ce qu'on veut, donc de se créer son propre standard. Il y en a, je sais qu'ils le font pour de la colocation. Moi, ça a été j'ai 2 standards, j'ai la location nue et puis la location courte durée, qui sont donc deux standards un petit peu différents. Mais j'ai que ces 2 standards-là, et c'est toujours le même sol, toujours la même faïence, la même peinture, etc. Ouais, le même schéma. Et j'imagine qu'après, voilà, en fonction des villes dans lesquelles tu investis, parce que bon, c'est vrai que quand on fait de la location courte durée, voilà, on essaie de meubler, de décorer, etc. Mais au final, au niveau des sols et des faïences, même si on remet la même chose, tant que ça fait propre et joli, on va dire que c'est ce qui compte quand on est investisseur. Sauf si on fait vraiment de la courte durée, haut de gamme et luxe, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des matériaux hyper spécifiques, qu'en plus les artisans vont mettre plus de temps à travailler, ça va coûter plus cher en main d'œuvre, etc. Donc autant se focaliser aussi sur des produits qu'on peut répliquer facilement. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a effectivement qui font de la location à thème, donc où ça va être chaque appartement va être indépendant. Moi, ma stratégie, c'était plus de ne pas perdre du temps. Enfin, de manière, j'avais pas de temps à accorder à la gestion de mon parc immobilier, donc j'ai automatisé au maximum pour pouvoir le développer et en acheter plusieurs dizaines tout au long des 10 dernières années. Et pour ça, il y avait que j'avais le choix, c'est soit je déléguais totalement et sans trop regarder ce qui se passe, et en général ça se passe pas très bien. Oui. Soit j'impose mon standard en disant voilà, c'est ça que je veux cette couleur, je veux ce sol parce que je sais qu'il s'abîme pas. Moi, pour info, par exemple, en sol, je mets du sol de magasin avec une couche d'usure qui est supérieure, ce qui fait que mes premières courtes durées qui ont 10 ans, les appartements, franchement, on a mis un coup de peinture et c'est tout, quoi. Les appartements, ils sont quasiment comme neufs, quoi. Donc, oui. Parce que t'es parti sur un matériau qui est quand même hyper résistant. Enfin, si c'est des sols qu'on met en magasin grande distribution, ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages. Donc, qui dit beaucoup de passages nécessite voilà, une couche d'usure qui tient dans le temps. Donc, effectivement, c'est une super bonne astuce. Merci là-dessus. Et donc, du coup, en parlant d'automatisation, optimiser son temps, je sais que toi, t'es un peu le roi de l'automatisation au niveau des process à mettre en place. Comment ça t'est venu finalement ce côté automatisation ? Est-ce que c'était au tout début quand t'as commencé l'immobilier, ou est-ce que voilà, t'as fait ton premier projet, puis tu t'es rendu compte que en fonction des différentes phases, il y avait quand même des choses à mettre en place pour gagner du temps ? Comment ça s'est passé ? Alors c'est peut-être mon côté ingénieur qui a pris le dessus là-dedans, dans le sens process, dans le sens de créer un système qui fonctionne de manière automatisée. En fait, je l'avais appliqué dans ma société, parce que dans cette société-là, on n'était que 2 à la direction, et puis tous les autres employés étaient des techniciens, donc on n'avait pas de secrétaire, on n'avait pas d'assistant ou quoi que ce soit. Donc tout se faisait de manière automatisée. Et donc quand je me suis mis à l'immobilier, donc déjà comme je te disais tout à l'heure, il y avait le manque de temps
J'avais très peu de temps, j'avais le soir et le week-end pour m'occuper de ça. Donc forcément, je me suis posé la question, est-ce que je délègue complètement la courte durée, par exemple, à une conciergerie, en perdant 20% et en n'étant pas forcément tout à fait satisfait, sachant qu'en plus à l'époque, en 2014, faut pas oublier que les conciergeries c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ah bah c'est sûr, c'était le début. Enfin Airbnb par exemple, je me souviens plus de la date de création, mais c'est un petit peu plus tôt, mais bon, mais ça a mis du temps voilà. déjà à venir en France. Oui. Et puis ensuite effectivement le côté développement des conciergeries, ça a mis du temps aussi quoi, à se professionnaliser. Et moi dès le début, j'ai pris un channel manager pour gérer ça, pour avoir cette automatisation, et j'ai préféré plutôt déléguer l'accueil et le ménage et traiter tout le reste. C'est-à-dire traiter de manière automatique les réservations, le site internet, les cautions, les paiements, les messages jusqu'à l'arrivée pour assister les gens. Et finalement, j'avais besoin que d'une personne pour gérer une dizaine de biens. Qui faisait en gros le back-office au niveau des messages et le ménage. Okay. Donc ça fonctionnait à une personne. En 2014, on n'avait pas de ChatGPT, on n'avait pas l'IA, donc aujourd'hui, je m'amuse encore plus. Puisque on peut mettre des chatbots, on peut mettre tout un tas de choses hyper intéressantes au service notamment de la courte durée, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus chronophage. Bien sûr. Mais je l'applique aussi dans la longue durée. Avec ne serait-ce que le quittancement automatique par exemple, donc de vérifier que le loyer vérifier automatiquement que le loyer est bien tombé sur le compte et envoyer la quittance de manière automatique. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez basiques mais qui sont assez simples, de faire les augmentations de loyer, de faire les révisions de charges de manière automatique, etc. Donc tout ça c'est des choses que j'ai faites un peu contraint et forcé au début puisque j'avais pas de temps. Et aussi par passion un peu technologique, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de tech derrière tout ça. Et dès qu'il y a des nouveaux outils qui sortent, moi j'aime bien les tester et voir comment je peux les appliquer à mon cas particulier. Et aujourd'hui, mon parc immobilier me prend que quelques minutes par semaine. Hein. Ah oui, quelques minutes. Voilà, aujourd'hui, je dois être un peu plus de 50, entre 50 et 60 biens. Okay. Et ça me prend quelques minutes par semaine pour vérifier. J'ai des remontées d'erreurs de temps en temps, mais il n'y a rien de critique et tout roule de manière automatique. Et surtout, j'ai pas 20% de conciergerie. Tout est centralisé dans mon système. Et que ce soit de la recherche de biens jusqu'à la comptabilité. Donc vraiment, tout est automatisé et aujourd'hui on a plein d'outils formidables, donc il faut les utiliser. Il faut les utiliser, ouais, bien sûr, parce que quand je repense même, quand tu disais sur la longue durée, typiquement les quittances, etc., tu mets en place des outils. Quels vont être ces outils justement d'automatisation que tu vas utiliser par exemple ? On a des logiciels qui fonctionnent très bien. Je peux en citer un qui est gratuit d'ailleurs quand on a un ou deux lots, c'est Rentila. Je fais de petite publicité gratuite au passage, mais c'est un logiciel que j'aime bien parce qu'il est, il y en a d'autres, hein, mais ce logiciel-là, il est gratuit quand on a, il me semble que c'est un ou deux lots, et on a déjà accès à ces fonctionnalités-là, c'est-à-dire notamment le quitancement automatique, la mise à disposition pour le locataire de ses quittances sur un espace en ligne, la révision des loyers, la révision des charges, etc. On a même, je crois, dans la version gratuite, une espèce de petit espace comme du ticketing, on va dire. Il y a un problème avec ma serrure, etc. Donc ils peuvent créer un ticket, en gros, pour dire qu'ils ont un problème et pour que ce soit suivi par quelqu'un, que ce soit soi-même au début ou ensuite si on a un petit artisan, par exemple, qui fait les réparations. Ok, ça marche. Effectivement, c'est sûr qu'aujourd'hui, utiliser des outils, je pense que c'est indispensable dans l'immobilier, que ce soit en longue durée, en courte durée, dans les phases de recherche, de gestion locative, mais aussi de travaux, du coup. Oui. Donc,
par rapport à ça, donc toi, tu as commencé effectivement l'automatisation plutôt avec le côté location courte durée, gestion. Et derrière, en fait, à un moment donné, tu t'es dit pour les travaux aussi, je peux mettre en place de l'automatisation pour optimiser mon temps. Ouais, tout à fait. Au début, au début, je connaissais rien en travaux. Hein. J'avais fait quelques travaux, je suis quand même manuel, donc d'ailleurs mes premiers appartements, c'est moi qui montais les cuisines. Enfin voilà, c'était quelque chose que je referais plus parce que c'est super, hein, j'aime ça, mais ça prend énormément de temps. C'est clair. Tu faisais plutôt du rafraîchissement du coup Oui, c'est ça. Non, les premiers, en fait, j'ai fait faire tout ce qui est peinture sol, etc. Parce que les enduits, ça m'énerve. Poncer, remettre de l'enduit, etc. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais j'avais fait les choses qui me semblaient être les plus coûteuses, donc là, le montage de cuisine notamment, et les montages de meubles pour la courte durée. Et en fait, c'est extrêmement chronophage. Et on peut trouver aujourd'hui des gens qui le font pour moins de 100 € par jour pour monter des meubles. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Et l'automatisation, elle est plus venue, c'est plus de la systématisation. C'est-à-dire que, comme je te disais, j'ai créé un modèle avec donc toute une liste finalement, un peu comme une nomenclature, où petit à petit, avec les devis que je recevais pour réaliser mes appartements, je me suis fait ma propre base travaux. Donc on a des bases qui existent, il y a le bâti prix par exemple, il y a des bases qu'on peut acheter avec des coûts travaux à l'heure actuelle. Moi je me suis fait mon propre bâti prix en quelque sorte. Bâti prix c'est quoi du coup? C'est une base de données de coûts qu'on peut trouver. Une base de données de coûts, alors je crois que c'est un abonnement qui est payant. Si D'accord. je dis pas de bêtises. Okay. Avant, il y a très longtemps, c'était un catalogue carrément, mais aujourd'hui c'est une base de prix qu'on trouve sur internet. Ok. Sur tous les prix. À la fois des matériaux mais aussi des prestations. Donc on a le prix d'un parquet PVC mais aussi le prix d'un parquet PVC posé. Okay. Donc on a vraiment tous les coûts, en fait tous les postes travaux. Et j'imagine que ça doit évoluer potentiellement dans le temps, ils prennent en compte finalement les augmentations de prix au fur et à mesure. Exactement. Et donc moi je me suis fait mon propre bâti prix avec donc tous les postes qui sont détaillés. Oui. Donc on a des postes qui vont être au mètre carré, donc la peinture par exemple, les sols, c'est au mètre carré. Après il y a des postes que moi je traite, c'est un choix personnel, mais tout ce qui est cuisine et salle de bain, comme je fais surtout des F2, F3, je considère que c'est un poste complet. C'est-à-dire que dans une salle de bain, en général, il y a un seul meuble vasque, un seul mitigeur, un seul receveur, de la faïence, etc. Et donc, je le traite de manière forfaitaire. Je sais que une salle de bain, c'est 2500 € hors taxe, par exemple. Une cuisine de type Leroy Merlin de Ligna, c'est, je sais pas, 1500 plus la pause qui est temps. J'ai plus les prix en tête. D'accord. Donc ça, je le traite plutôt de manière forfaitaire que de manière prix au mètre carré. Pour la simple et bonne raison si on fait un T2 de 30 mètres carrés ou un T2 de 50 mètres carrés, on n'a qu'une seule cuisine, qu'une seule salle de bain. Ça va revenir au même, ouais. Voilà, les gros coûts dans la cuisine, dans la salle de bain, c'est pas la longueur du plan de travail, c'est l'évier, la robinetterie, l'adduction, l'évacuation d'eau, etc. Donc ça, je les traite de manière forfaitaire. Et donc finalement, quand je vais visiter un appartement, j'ai déjà, c'est un peu comme un bingo en fait, hein, j'ai toute ma liste de travaux, tous les travaux qui sont possibles de faire, et j'ai simplement à cocher, à dire là il faut refaire le sol, il faut faire un ragréage, ou je garde le sol, je mets juste un parquet PVC dessus, ou je mets du carrelage, ou enfin voilà, peu importe, mais j'ai mon prix. J'ai mon prix peinture, j'ai mon prix électricité. Donc pareil, électricité, on raisonne plutôt par pièce. Parce qu'on sait que dans une chambre, on a 3 prises, un point d'éclairage. Dans une salle de bain, c'est 2 prises, un point d'éclairage, etc. Donc c'est plus ou moins forfaitaire par pièce. Et finalement, donc si on remplit notre bingo, on a notre devis travaux à la fin. Donc ça, j'avais simplement un tableau Excel avec mes prix et j'avais juste à mettre les quantités pour avoir mon devis travaux. Et aujourd'hui, avec des outils comme l'IA, comme ChatGPT, on peut automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
j'en ai pas parlé, j'ai une activité de marchand de biens aussi, donc j'achète beaucoup plus d'appartements et de maisons aujourd'hui pour les revendre, pour les transformer et les revendre. Donc là, tu fais pas mal de travaux. Donc là, je fais des travaux de division, ça peut être des travaux d'embellissement. Et pour se positionner très rapidement sur des biens, donc des biens qui sont sous-cotés, il faut être le premier. Parce que c'est un bien, on nous appelle, il faut se positionner dans la journée où... Ouais, il faut être hyper réactif, savoir donner une réponse, voilà. Pouvoir se décider très très rapidement. Ouais. Donc, on n'a pas le temps de faire venir un artisan et de faire chiffrer, c'est pas possible. Donc pour ça, avant j'utilisais mon tableau Excel, maintenant j'utilise ChatGPT sur mon téléphone, je dicte, je dis je suis dans un appartement, j'ai une pièce principale qui fait 15 mètres carrés, une salle de bain, une cuisine, il faut refaire l'électricité, il faut refaire la plomberie, mettre une arrivée d'eau pour la machine, etc. Et une fois que j'ai fini de lui dicter ça, lui il me sort, il fait son raisonnement et il me sort mon devis travaux. Donc en général, il raisonne 1 minute et en 1 minute, j'ai mon devis travaux qui est fait donc, par ChatGPT, mais c'est pas lui qui a fait le prix travaux, il a pris les prix de ma base, de ma propre base que je lui ai donné au préalable. Et ça, n'importe qui peut le faire. Hein. Alors si vous n'avez pas de base au début, vous pouvez lui demander, il va vous faire une estimation par rapport à ce que lui connaît. Donc vous lui dites par exemple de regarder dans le bâti prix s'il y arrive. J'ai pas fait le test, mais faites l'essai. Vous lui demandez de faire un devis et surtout à la fin vous lui demandez est-ce que j'oublie rien. Et là il va vous dire est-ce que vous avez pensé à la peinture du plafond, est-ce qu'il y a des enduits à gratter, est-ce que voilà. Donc lui il va reposer des questions pour affiner encore le devis et on va dire en 3-4 minutes, vous avez un devis de travaux qui est plutôt fiable et qui vous permet de vous positionner sur un bien, que ce soit pour faire de la location, du marchand de biens, de la courte durée, peu importe. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que un des points dans l'investissement immobilier, c'est clair que les travaux peuvent représenter une grosse part parce que finalement on a des coûts matériaux et de la main-d'œuvre qui ne cessent d'augmenter avec les années et donc on a besoin effectivement d'affiner finalement cette analyse-là parce que si on a besoin d'être réactif, parce que tu le disais pour le marchand de biens, mais finalement même pour l'investissement locatif, potentiellement s'il y a des opportunités à saisir, il faut savoir être réactif et c'est vrai qu'on peut faire une estimation un peu à la va-vite avec un prix au mètre carré. Mais c'est vrai que quand on peut se faire un devis plus détaillé en fonction de ce qu'on veut vraiment faire dans l'appartement, ça peut permettre d'être plus juste et de réduire le risque d'erreur de soit sous-estimer les travaux et du coup de se retrouver dans une position délicate une fois qu'on a acheté, soit de surestimer les travaux et du coup de passer à côté d'une opportunité. Oui, c'est exactement ça, ouais. Effectivement. Ça permet d'être très réactif et limite de faire une offre au moment où on visite en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est vrai que du coup, ChatGPT, ça te permet quand même de simplifier la vie, d'avoir ton devis, de même pas passer par Excel finalement, oui. Et de gagner encore une fois beaucoup de temps. Est-ce que ça c'est possible, tu penses, avec la version gratuite ou est-ce que c'est quelque chose... Alors, je l'ai utilisé, moi j'ai testé avec la version gratuite, donc la version 4.0 actuellement, ça sera, là il y a la version 4.5 qui est sortie, donc qui va devenir certainement le nouveau standard, mais avec la version actuelle ça fonctionne. Okay. Après, c'est quand même mieux d'utiliser la version avec le raisonnement avancé, qui va justement calculer tous les mètres carrés de peinture, etc. Je suis pas sûr que dans la version gratuite, la version simple en fait, il fasse ça, il va peut-être reposer la question combien de mètres carrés de peinture j'ai, etc. Alors que dans les versions avec le raisonnement avancé, aujourd'hui c'est la O1, O3 par exemple, la O1 ou la O3, qui sont les versions avec le raisonnement avancé, donc il réfléchit avant de répondre, il réfléchit 30 secondes, 1 minute. Oui. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus précis. Et on est sur des coûts d'une vingtaine d'euros par mois. Donc, oui, ça peut vraiment valoir le coup. Oui. Surtout que finalement, ChatGPT, on ne l'utilise pas seulement, par exemple, pour la partie travaux. Oui. On peut l'utiliser pour bien d'autres choses dans l'investissement immobilier et dans plein de phases, finalement, de notre vie, de nos projets entrepreneuriaux ou autres. Oui, bien sûr. Ouais. Là, dans l'immobilier, il y a déjà plein de manières de l'utiliser. Souvent... moi, ce que je constate, c'est que les personnes l'utilisent pour reformuler des emails, pour faire des résumés, mais on peut
effectivement, quand on fait un achat, faire une synthèse, par exemple, des assemblées générales, lui demander de faire une synthèse, de voir s'il y a des travaux qui ont été votés, s'il y a des travaux qui vont venir, voilà, de lui poser des questions, les questions pertinentes qu'on se pose pour éviter de se taper les 50 pages d'assemblée générale, d'aller vérifier quelque chose dans un règlement de copropriété. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de faire pendant toute l'étape de recherche. Moi, je l'utilise aussi pour faire de la recherche de biens. Alors, il est couplé à d'autres bases de données, mais on peut l'utiliser pour tout un tas de choses. Donc, c'est vrai que il faut pas se limiter aux seules utilisations dont je viens de parler. Il faut, à chaque fois que vous faites quelque chose, moi, c'est comme ça que je procède. Dès que je fais quelque chose et que je me dis, voilà, ça va me prendre du temps, avant, je raisonnais, est-ce que je peux le systématiser? Est-ce que je peux me créer un outil pour que la prochaine fois, ça soit plus rapide? Aujourd'hui, je me pose même plus la question. C'est-à-dire que n'importe quoi, enfin, quoi que je fasse, je me demande comment l'IA va pouvoir m'aider. Donc, quand je dis l'IA, c'est de manière générale. On a parlé de Rentila tout à l'heure, où il y a de l'IA qui est intégrée. On a des outils de no-code, on a plein d'outils qui existent. Mais quelqu'un qui débute et simplement qui pose une question à ChatGPT en disant voilà, je dois faire ça, comment tu pourrais m'aider? Et ben, il va vous répondre avec comment mettre en place un système qui va vous aider à systématiser ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, qu'on scale. Donc effectivement, si on va acheter 1 ou 2 appartements pour la retraite, peut-être que ça sert à rien de mettre une usine à gaz en place, parce qu'on va perdre plus de temps à la mettre en place qu'à l'utiliser. Mais si on a pour ambition d'en acheter 10, là, pour le coup, ça vaut le coup. Il faut systématiser les choses et on va aller beaucoup plus vite. Et comment, du coup, tu identifies tes tâches à automatiser? Est-ce que, par exemple, tu te dis, voilà, si ça me prend, je dis n'importe quoi, mais plus d'1 heure, que je la répète tant de fois, c'est qu'il faut que j'automatise. Je sais pas si tu as un petit peu des critères comme ça. Je le fais de manière systématique. C'est-à-dire que quoi que je fasse, quoi que je fasse, ne serait-ce que répondre à mes emails, par exemple, je mets en place une automatisation. Parce que répondre à mes emails, c'est... on a en soi un process. On fait une sorte d'algorithme. Un algorithme, c'est quelque chose qui est défini, c'est si A alors B. Enfin voilà, c'est une sorte de quelque chose qui est systématique, un algorithme. Et en fait, on le fait mécaniquement. C'est-à-dire quand vous ouvrez vos emails, vous allez identifier tout de suite les newsletters que vous allez peut-être lire après, et vous allez voir le courrier de votre banquier le courriel de votre banquier ou de votre notaire en premier, parce qu'il faut y répondre. On fait tout ça. On le fait tous. On prend rarement nos emails de manière chronologique. Même nos messages, quand on ouvre, que ce soit WhatsApp, les réseaux sociaux, je ne sais quoi, on le fait sans le savoir, mais on le fait. Donc là, le tout, c'est de se poser la question, comment je procède pour mettre en place des automatisations. Donc typiquement, effacer les emails qui sont pas intéressants, ou en faire un résumé, par exemple. Faire un résumé en disant machin vous a envoyé un merci pour ça, etc. Donc on a une sorte de résumé et faire ressortir les emails importants. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que tout le monde fait, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est très concret et on peut le mettre en place. Et ça nous fait, on passe un peu de temps à le mettre en place, mais c'est quelque chose qu'on utilise toute sa vie ensuite, et qu'on utilise dans sa vie d'investisseur, dans sa vie de salarié, enfin dans sa vie professionnelle, peu importe. Et moi aujourd'hui dans mes différentes sociétés, c'est aussi comme ça que je l'utilise, parce que je fais d'autres activités que l'immobilier aujourd'hui, donc je l'ai toujours fait, mais pour développer des nouvelles activités, c'est beaucoup plus simple de partir de quelque chose qui est systématique et automatisé. Donc voilà. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que y a un moment donné, quand on répète certaines tâches, si on prend un peu de temps pour mettre en place un process qui nous permet de l'automatiser, autant le faire, prendre le temps, parce qu'en fait, si on fait le calcul, c'est sûr que ça va nous faire gagner beaucoup de temps, du temps en fait où on peut passer notre énergie sur autre chose, là où on a vraiment de la valeur ajoutée, plutôt que de répéter un process où on n'a pas de valeur ajoutée, quoi. Ouais, c'est ça. Et même organiser son savoir. C'est-à-dire que les auditeurs qui vont écouter ce podcast, ils vont peut-être prendre des notes. Se dire,
Guillaume, il m'a donné une super idée, je vais la noter, etc. Puis après, ils vont l'oublier parce que ils l'auront noté sur leur téléphone ou sur un bout de papier, etc. Alors que si on le met dans un endroit, dans une sorte de base de données, et que ensuite, quand on a un projet, on va demander à l'IA si on a entendu parler de quelque chose à ce moment-là, et ben, l'IA va nous ressortir, bah oui, tu avais noté ça, c'était tel podcast, etc. Et ça nous permet de réutiliser notre savoir, inconscient en quelque sorte, de réorganiser notre mémoire. Donc, tu le soulignais tout à l'heure, on est dans le même cercle d'investisseurs. On a des présentations de gens qui sont passionnants, qui viennent et qui sont pas forcément sur le sujet dont on est aujourd'hui épris, on va dire. Oui. Je peux entendre quelqu'un qui parle des locaux commerciaux, Oui. on dit, tiens, c'est intéressant, bon, on prend quelques notes puis on oublie. Sauf que 3-4 ans plus tard, on a envie de faire des locaux commerciaux. On s'y intéresse et on se souvient plus. Alors que si on l'a noté, etc., l'IA peut nous aider à aller chercher dans notre base de données de souvenirs, entre guillemets. Voilà. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et par rapport à ça, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. Bon, t'en as peut-être sûrement entendu parler, mais tu sais, c'est l'outil Plaude. Oui. Qui permet d'enregistrer du coup des conversations et de faire un transcript et un résumé. Et je trouve que c'est génial comme outil. Alors, je l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais bientôt l'acheter. Parce que je me dis, par exemple, si on prend cet outil-là, on fait une réunion de chantier, bah, en fait, ça nous permet d'avoir directement la synthèse et le compte-rendu de chantier qu'on peut envoyer par mail. Enfin, c'est juste top. Moi qui prends tout le temps des notes, quand voilà, j'assiste à des conférences, même au dîner, hein, quand on a une présentation effectivement d'un expert, d'un intervenant sur un sujet en particulier, je prends toujours des notes pour m'en souvenir. Mais c'est vrai qu'avec ce type d'IA, bah, c'est juste génial parce qu'en fait, on peut la prendre un peu partout et effectivement condenser les données quelque part, les stocker ensuite pour pouvoir y faire appel quand on en aura besoin, comme tu le disais très justement, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et effectivement, sur les réunions de chantier, c'est une bonne... les réunions de manière générale, une bonne réunion, c'est une réunion qui a un ordre du jour et un compte-rendu avec des objectifs, sinon elle n'a servi à rien. C'est ça. Donc l'IA nous aide à faire un ordre du jour déjà. Et on a des outils, donc tu as parlé de Claude, il y a Zoom aussi qui le fait avec son assistant AI, qui fait une transcription et un résumé et les actions. Moi, dès que je fais une visio, je mets en route ce truc-là. Et ensuite, je le mets dans mon projet ChatGPT pour alimenter la base de ce projet-là. Et donc, ça me permet de préparer l'ordre du jour d'après, de la réunion d'après, de mettre à jour mes tâches, etc. Parce que du coup, à l'intérieur de ChatGPT, tu organises aussi en fait tes projets pour que finalement les données s'alimentent à un endroit spécifique et qu'en fait ChatGPT ait la mémoire finalement de ce que tu lui as demandé pour qu'il puisse aller repiocher dans les infos si besoin, quoi. Exactement. On peut travailler en mode projet. Donc un projet, c'est une série de conversations et de documents dans lequel l'IA va aller chercher pour garder la mémoire, effectivement. Et donc ça permet de pas mélanger quand on utilise le même compte pour ses trucs perso, pour organiser ses vacances au ski, pour gérer sa réunion de chantier et pour gérer son travail, par exemple, ou ses enfants, ou je ne sais quoi. Il mélange tout, alors que quand on travaille en mode projet, on va lui mettre tous les documents. On peut même lui mettre un drive, lui connecter un drive dans lequel il va aller chercher des documents. Et justement, ça peut être un projet qui est le projet savoir, entre guillemets. Donc on se fait sa propre Wikipédia, Ouais. son propre Wikipédia, avec ses connaissances, avec le nom de la personne qui est associée. Voilà, quand on commence à avoir un grand réseau, effectivement dans les dîners, on croise toujours au moins 20-30 personnes. On se rappelle plus forcément de tout le monde au bout de quelques mois. Ça permet de mettre dans ce projet-là notre réseau, entre guillemets, et d'aller faire des recherches
dans sa propre mémoire finalement. Oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est sûr que c'est hyper intéressant. C'est vrai que je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire avec la version gratuite, mais encore une fois, la version payante, je pense que si ça aide à structurer de cette manière-là, ça peut clairement valoir le coup. Surtout que typiquement, par rapport au fait d'importer des PDF et des documents, je sais que typiquement, dans la version gratuite, on est assez limité aussi de ce côté-là, donc ça peut faire gagner du temps sur tous les plans. Et par rapport justement aux travaux, donc il y a la partie devis sur laquelle finalement tu t'aides beaucoup de l'IA, etc. Tu as fait des automatisations. Est-ce que par rapport aussi au, par exemple, comparatif devis artisan, suivi de travaux aussi, suivi de la facturation par exemple, l'avancement du chantier, etc. Est-ce que tu as aussi des automatisations sur ces aspects-là ? Alors, le comparatif devis, je l'utilise pour reformuler les devis. D'accord. Donc, quand les artisans font des devis qui ne respectent pas forcément la trame, donc j'essaye de retravailler le devis pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Et donc, de remettre les postes les uns en face des autres. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ok. Après, pour le suivi de travaux et les levées de réserve, c'est vrai qu'on doit pouvoir l'utiliser aussi. Moi, personnellement, j'utilise une application de suivi de travaux qui permet de mettre des réserves avec des photos, avec un plan. Donc on met un plan de masse où on pointe en gros la réserve. D'accord. On met une photo. Donc, par exemple, je sais pas, il manque le cache-prise, l'adjoint est mal fait, là il y a un éclat de peinture, etc. Et ça, c'est une appli qu'on peut partager avec l'artisan. D'accord. Et ça lui permet de suivre ses réserves et de lever toutes ses réserves. Donc ça, c'est les outils pro qu'on utilise, mais il y a des outils gratuits. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais ça existe. Parce que ça, c'est quoi comme outil du coup ? Là, c'est un outil de suivi de travaux qui est plutôt utilisé de manière professionnelle, que j'utilisais moi de manière professionnelle. D'accord, donc un peu... est-ce que c'est un outil de gestion de projet de base que tu as adapté aux travaux ? Oui, c'est un outil de gestion de travaux. Ah, gestion de travaux mais, de base, ok. il génère les diagrammes de Gantt, les différents lots, etc. Donc c'est plus un outil de maîtrise d'œuvre, où on a vraiment un outil de maîtrise d'œuvre, ok. on peut avoir des tâches qui sont dépendantes les unes des autres, donc il est assez complexe. Je ne conseille pas forcément d'utiliser ça. D'accord. Mais si vous allez sur les stores, que ce soit l'Apple Store ou le Play Store, vous tapez suivi de travaux ou réserve travaux, il y a des logiciels gratuits qui existent, D'accord. qui fonctionnent très très bien et qui permettent justement de suivre un chantier et de noter ses réserves de manière organisée. Donc qu'elles soient visualisées sur le plan et qu'elles soient visualisées en photo. Oui, ça veut dire que tu as le plan de l'appartement, par exemple, et en fait, tu vas vas pouvoir positionner tes réserves pile poil aux endroits qui correspondent, et après, en plus, l'artisan aura accès à des photos si, j'imagine, il clique peut-être dessus. Oui, c'est ça. Donc, ça permet d'avoir vraiment un suivi précis, parce que c'est vrai que quand on fait des comptes rendus chantier, typiquement par mail ou par PDF, on essaie de mettre des photos, mais c'est toujours un peu compliqué pour l'artisan de s'y repérer, parce que, on met du texte, on essaye d'expliquer précisément où c'est, mais c'est jamais très clair. Et surtout quand on fait du suivi de travaux à distance, je pense que ce type d'application est hyper adapté, parce qu'en fait, on localise exactement où est le problème. Et oui. Du coup, on n'a pas besoin de se rendre sur place pour prendre la main à l'artisan et lui montrer exactement où c'est. Oui, c'est ça. Et en plus, il y a la photo. On a quasiment tous aujourd'hui des smartphones dans notre poche, donc utiliser la photo, c'est aujourd'hui indispensable. Quand je vois qu'il y a des personnes, par exemple, qui font leurs états des lieux encore en papier, aujourd'hui, on a des super outils d'état des lieux sur téléphone où on peut prendre des photos et il n'y a pas de discussion. On voit l'état de l'appartement, des différentes choses. Donc, il faut l'utiliser pour les états des lieux. Il faut l'utiliser aussi pour le suivi de chantier. Ouais, bien sûr, c'est sûr que maintenant, on a tellement d'outils qui existent. C'est juste que parfois, on n'en prend pas conscience, ou alors on ne sait pas forcément que ça existe. Mais typiquement, ça peut être une idée aussi d'utiliser ChatGPT pour ça, de lui dire, en fait, je cherche à faire telle tâche. Est-ce que tu pourrais pas m'indiquer des applications qui existent et qui permettent de le faire ? Et je suis sûre que ChatGPT peut sortir une liste
et qu'après il faut juste aller regarder voilà dans les stores effectivement pour voir. Oui, bien sûr. Ouais. Il peut même faire un comparatif des différentes solutions avec les prix de chaque solution. Ouais. Ouais, bien sûr. Ok, donc ouais, toi finalement l'automatisation, tu vas plus l'utiliser vraiment sur la partie devis comme tu expliquais. Oui. Suivi par exemple de la facturation, de l'avancement, ce genre de choses. Fais. L'avancement, souvent, moi mes artisans, ils me facturent. Enfin, je travaille souvent avec les mêmes artisans, donc c'est 30% d'acompte, 30% au milieu du chantier et le solde à la fin. Okay. Donc on n'a pas vraiment de sujet d'avancement, parce que je suis pas sur des gros chantiers. Je sais que toi, tu es une spécialiste des chantiers où on casse tout et on refait tout. Bon, c'était pas vraiment l'objectif de base, hein, mais... Mais moi, je suis plutôt sur de la rénovation, on va dire. Et donc, souvent, les artisans sont payés au milieu et en fin de chantier. Mais on pourrait faire du suivi d'avancement, effectivement, avec soit un logiciel ou avec un ChatGPT par exemple. Hein. Ouais, bien sûr, de pouvoir effectivement reprendre le devis et demander à ChatGPT de faire lui-même peut-être un document avec une colonne qu'il ajoute avec le pourcentage en fait d'avancement et après une autre colonne qui permet de calculer automatiquement finalement ce que ça représente en termes de facturation. Et comme ça, en fait, on peut vérifier quand on reçoit les factures des artisans que ça correspond bien finalement au devis et à l'avancement du chantier, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. De manière générale, comme j'ai dit tout à l'heure, dès qu'on reçoit un document ou qu'on reçoit quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je peux automatiser ? Ouais, bien sûr. C'est la bonne pratique pour moi. Et donc, du coup, finalement, au niveau de ces automatisations, parce que je sais que de base, toi, tu es dans l'informatique, donc tu as le côté aussi développeur, code informatique, etc., que tu maîtrises. Mais finalement, aujourd'hui, on peut dire aux auditeurs qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences hyper développées en informatique pour pouvoir mettre en place des automatisations. Non, il faut simplement savoir parler français ou anglais ou peu importe. Mais c'est l'avantage de l'IA, c'est que ce qu'on appelle le LLM, l'IA générative, parce que l'IA, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais l'IA générative, c'est assez nouveau. Mais la nouveauté de cette IA générative, c'est qu'elle parle comme nous. C'est une copie de la parole humaine. Ce qui n'était pas le cas avant, où effectivement, il fallait coder ou utiliser des outils de no-code, justement, si on voulait pas coder. Aujourd'hui, l'IA, elle comprend naturellement ce qu'on veut, donc il faut simplement lui poser la question et ensuite affiner les choses et lui donner les éléments pour qu'elle nous réponde de la meilleure manière possible, mais n'importe qui peut le faire. Et tout ce qu'on fait dans la vie peut être fait avec de l'IA. Je dis pas qu'il faut tout faire non plus. Après, on sait que c'est consommateur en énergie, etc. Mais il y a plein de choses qu'on fait où on consomme notre propre énergie à faire des choses qui sont pas intéressantes. Et moi, ce que je répète à tous les gens que je croise, et je vais encore le redire aujourd'hui, c'est que il faut faire ce qu'on aime, il faut faire ce pourquoi on est fort. Enfin, notre zone de génie, on a tous quelque chose qu'on aime faire, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose. Mais moi, dans l'immobilier, c'est la recherche de biens et la valorisation des biens, de trouver de quelle manière un bien dont personne ne veut, je vais pouvoir le rendre sexy, entre guillemets. Donc est-ce que ça va être en le divisant, est-ce que ça va être en le rénovant, est-ce que ça va être en le transformant ? Il y en a d'autres, c'est pas ça. Il y en a d'autres, ça va être justement de faire des travaux, parce qu'ils aiment ça, ils aiment décorer, etc. Donc dans ce cas, il va falloir automatiser autre chose. Mais chacun a son propre... sa propre zone de génie, et c'est ça, on devrait passer notre temps à faire ça et à pas faire des trucs qu'on n'aime pas, quoi. Bien sûr, surtout les éléments, les tâches qui sont vraiment chronophages, parce que c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde qui avance de plus en plus vite. Comme on le disait, il faut être hyper réactif, que ce soit dans la recherche de biens, que ce soit dans le fait de se décider dans les devis travaux, que ce soit dans le fait ensuite d'aller meubler, décorer pour pouvoir louer rapidement. Et alors du coup, pareil en entrepreneuriat, j'en parle même pas, mais c'est vrai qu'on a le côté où on est toujours pressé par le temps.
Et je pense qu'aujourd'hui, le temps, c'est la seule ressource qui est, on va dire, celle qui a le plus de valeur parce que c'est la seule qu'on peut pas rattraper, entre guillemets. Donc autant mettre effectivement des choses en place pour pouvoir se dégager du temps et profiter et faire vraiment des choses qu'on aime, quoi. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Il y a peu de gens que je connaisse qui aiment faire de la comptabilité, par exemple. Il y en a, hein, mais... Il y en a, ça existe, mais... Il y en a peu. Donc, récupérer les factures, les classer, tout ça, ça doit être automatisé. C'est pas quelque chose qu'on doit faire à la main. Enfin, Ouais, quand on a une LCD, pourquoi pas, mais si on commence à multiplier les projets... c'est pas possible. C'est pas possible. Ça suit pas, quoi. Non. Et donc, par rapport à tes projets, par exemple, marchand de biens, forcément, ça demande de la veille active. Tu disais que tu avais mis en place aussi des automatisations par rapport à la recherche. Typiquement, j'imagine que ça peut t'aider aussi à spotter peut-être des biens à diviser, à rénover, à transformer pour justement apporter de la valeur. Oui, c'est ça. Tu fais aussi avec ChatGPT ou... Alors, c'est d'autres outils. J'utilise un petit peu ChatGPT dans le process. Le but, c'est de scanner toutes les annonces qui sortent de manière automatique, d'arriver à évaluer s'il y a des travaux à faire ou pas, et quelle est la valeur des travaux, donc de manière automatique, hein, toujours. Okay. Donc on arrive à trouver, à partir du prix qui est affiché, plus du prix travaux, et de comparer par rapport au prix marché. Est-ce qu'on est en dessous ou pas ? Et donc le but, ça va être de trouver des pépites, de trouver des biens qui sont... bien en dessous du marché. Alors, il y en a 1, 2 par mois par secteur. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Mais le but, c'est de les trouver, et de manière automatique. Si on est en train de scroller sur le Bon Coin tous les jours, on va pas les trouver. Enfin, peut-être avec un coup de chance, mais il y a peu de chances qu'on les trouve. On risque de passer à côté, ouais. Forcément. Une astuce très simple, mon deuxième appartement, je l'ai acheté dans une ville où il n'y a aucun appartement en dessous de 100 000 euros. Donc moi, je m'étais mis une alerte pour qu'ils me sortent les appartements à moins de 100 000 euros. Et des alertes, j'ai dû en avoir 2, 3. Donc j'ai dû avoir des appartements qui n'étaient pas dans la bonne ville. Donc ça, aujourd'hui, je sais les traiter avec l'IA. Et il y en a un jour qui est sorti à 82 000 euros, on ne sait pas pourquoi, que j'ai acheté. C'était mon premier LCD, que j'ai même négocié, parce que je l'ai acheté 80 000 euros, mais acte en main. J'avais fait payer les frais de notaire par le vendeur. Et c'est un bien que j'ai toujours, hein, que j'ai depuis 10 ans maintenant, qui tourne en Airbnb depuis 10 ans, et qui valait, au moment où je l'ai acheté, il devait valoir 105, 110 000 euros peut-être. Ah ouais, et t'as quand même, t'as quand même tenté la négo. Voilà, j'étais le premier, je crois que j'étais en vacances, je devais être au ski ou je sais pas trop où. J'ai vu sortir le truc, j'ai appelé tout de suite. Et donc la méthode aujourd'hui, elle est toujours la même, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus poussée. C'est-à-dire que maintenant, je vais scanner vraiment toutes les annonces qui sortent, sur tous les sites, même les sites à vendre, à louer, enfin les sites où personne ne va, les sites des notaires, etc. Donc j'ai un outil qui scanne tous ces sites-là, qui va analyser les biens, voir s'ils sont vraiment dans la ville, si c'est pas des biens décotés, donc des biens en rez-de-chaussée par exemple, des viagers, des biens qui sont sous baux commerciaux. Donc il va éliminer tous ces faux positifs. Et il va me sortir une pépite de temps en temps. Et cette pépite, je l'achète à chaque fois. Donc que ce soit pour mon parc ou pour ma société de marchand de biens, c'est quelque chose que je vais acheter, mais il faut être le premier. Et donc ceux qui sont sur le Bon Coin en train de scroller, c'est trop tard. Je l'ai déjà acheté. Après, je veux pas tout acheter partout, donc. Oui, c'est ça. Et je suis pas sur tous les secteurs. Je suis sur des secteurs que je connais bien, mais voilà, l'idée c'est d'utiliser encore cette IA. Donc là, l'IA va simplement m'aider à lire le texte de l'annonce et pour aller chercher des informations dedans et éliminer les faux positifs. Voilà. Ouais, donc vraiment de cibler, de spotter, comme ça, toi, tu peux te positionner derrière très rapidement et ne pas laisser filer cette pépite, quoi. C'est ça. Pour moi, il y a 2 types de recherche. Il y a les pépites qui restent 24 heures sur le marché. Ouais. Donc si on les a pas vues, c'est fini. Et donc il faut se positionner très rapidement, donc calculer ses travaux rapidement, faire une offre rapidement, etc. Donc quand on débute, c'est un peu compliqué. Quand on débute, il faut plutôt aller sur les diamants bruts, ce que j'appelle les diamants bruts. Donc c'est quelque chose il va falloir aller le tailler. Donc il va falloir aller faire des travaux, il va falloir aller
reconfigurer ce que je disais tout à l'heure, hein, diviser, etc. Et ça, c'est des biens qui peuvent être depuis plus longtemps sur le marché, mais qu'il va falloir détecter et analyser pour voir si on peut en faire quelque chose. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. J'ai acheté des immeubles qui étaient pourris et que j'ai rénové pour en faire des immeubles de standing, on va dire. Donc ça, c'était mon premier choix, enfin ma première chasse entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt sur les pépites, donc sur soit du off-market, des choses qu'on me propose avant que ça sorte, soit sur des, je dirais que c'est même 50-50, hein, des biens qui sortent sur le marché et qui sont des pépites, qui sont des anomalies de marché qui n'auraient pas dû être mises à ce prix-là en fait. Ouais. Et, ou le propriétaire ou l'agence s'est complètement on sait pas trompé et finalement tu saisis l'opportunité quoi. Ça m'arrivait d'acheter un appartement 50% du prix. Ah ouais, 50% du prix. Mon premier appart en station, ouais. C'est un incroyable. appartement que j'ai acheté 105 ou 106 000 euros et il valait 200 000. Ouais. En fait, le gars avait acheté ça pour investir sans le voir. Il habitait à La Réunion. Et il voulait revendre pour acheter un plus gros. Il en revendait 2. Et quand j'ai appelé, le premier était déjà vendu. Et le deuxième, en fait, il s'était planté. Il n'avait pas mis de photo de l'appartement dans l'annonce. Ah, ok, d'accord. Il y avait juste une photo d'un couloir. Enfin, je sais pas ce qu'il avait fait. Et ça venait de sortir. Hein, donc je l'ai appelé. J'ai essayé de bloquer les deux. Et l'autre était déjà parti. Était déjà été bloqué. J'ai acheté l'autre, qui était finalement mieux. Et c'est un appartement que j'ai toujours, qui m'a permis d'aller au ski gratuitement plein de fois, ouais. Puisque là, on était bien au-delà de l'autofinancement sur des appartements au ski. Et c'était une anomalie de marché. Il est resté 5 minutes sur le marché. Voilà. Incroyable. Et juste par rapport à ça, parce que c'est vrai que toi, tu investis pas mal à la montagne, j'avais une petite question qui n'est pas forcément axée automatisation, mais plus vraiment pure travaux. Est-ce que les travaux à la montagne sont beaucoup plus chers qu'en ville classique ou pas forcément? C'est assez spécifique. Alors, en montagne, j'entends station de ski. Ouais. Donc moi, j'investis que dans les stations de ski qui sont au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est un peu spécifique parce que les travaux, déjà, ne peuvent se faire que à la fin de la saison, donc à partir du 1er mai, jusqu'à... on peut même en faire pendant l'été. Donc 1er mai jusqu'à fin novembre, on va dire. D'accord. Donc c'est assez spécifique. On peut pas faire de travaux pendant la saison parce que déjà les stations sont impraticables, il y a des voitures partout, des vacanciers partout, et puis souvent c'est interdit dans les copropriétés. Ah oui, donc, c'est carrément interdit, d'accord. On peut pas faire de travaux, on peut faire un peu de travaux à l'intérieur, mais on peut pas faire de bruit, etc. parce qu'il y a du monde tout le temps, et puis c'est des vacanciers. Oui. Donc ils comprendraient pas. Et donc souvent c'est interdit, oui. Et on a, les artisans sont dans les vallées et il y en a assez peu. Surtout, moi, j'investis beaucoup en Savoie, donc c'est la vallée de la Tarentaise, donc toutes les grandes stations de ski internationales. Il y a très peu d'artisans et on est, quand on est à Val d'Isère ou à Courchevel sur des prix qui sont à plus de 10 000 euros du mètre carré. Ça suit aussi au niveau du prix des travaux. Ouais. Au niveau du prix, voilà, ils savent qu'ils sont rares, donc ils savent qu'ils sont chers. Forcément. Donc c'est assez compliqué. Après, on peut essayer de faire venir des artisans de Chambéry ou de Grenoble, par exemple, mais pour ça, il faut avoir du réseau, et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, de manière générale, pour répondre à ta question, oui, c'est un peu plus cher, et c'est un peu plus spécifique, dans le sens où il y a un cadre... à respecter. On peut avoir des stations sans voiture, je pense à Avoria, ou toutes les stations de 3e génération, la Plaine Centre, Plaine Belle-Côte, etc., où on n'a pas de voiture dans la station. Ah oui. Donc on a des coûts comme à Paris. Quand on va travailler dans un 6e sans ascenseur, ça va être beaucoup plus cher. Surtout aujourd'hui avec le coût du stationnement à Paris, les travaux sont hors de prix. Parce que les artisans payent 300 euros de parking par jour, donc forcément... Forcément, ça se ressent sur la facture aussi, quoi. Ils répercutent, et donc là, c'est pareil, on a de la manutention aussi, on a des appartements qui sont pas toujours... des immeubles qui ont souvent été faits dans les années 60-70, qui n'ont pas toujours des ascenseurs, ou qui ont des ascenseurs un peu petits, donc on a aussi de la manutention, des choses comme ça. Donc souvent, mais de manière générale, hein, des travaux à Paris, des travaux à Brest, ou des travaux à Courchevel... on n'est pas sur les mêmes prix. On va avoir des coûts différents et c'est pas forcément les mêmes corps de métier qui vont être les plus chers. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se refaire son standard quand
quand on va dans un nouveau lieu, faire venir des artisans, le mieux c'est d'essayer de trouver un maître d'œuvre. Moi c'est ce que j'essaye de faire souvent, parce que les maîtres d'œuvre ils connaissent tout le monde dans la vallée. Ça évite de se faire prendre pour un Américain aussi. Et le maître d'œuvre va aller négocier les prix et il va savoir qui appeler. Donc quand on s'y connaît pas trop en travaux, ça peut valoir le coup. C'est un coût, hein, le maître d'œuvre. En général, c'est entre 5 et 7% du coût des travaux, mais ça peut valoir le coup. Parce que finalement, eux, ils vont négocier des prix et on va finir au même prix, sauf qu'on aura quelqu'un qui va gérer nos travaux et qui connaîtra les bonnes personnes aussi. Ouais, bien sûr, je comprends. Très intéressant d'avoir aussi un petit peu ce regard-là sur les travaux à la montagne, parce que c'est vrai que c'est assez spécifique, on va dire, comme type d'investissement. J'aurais envie de te poser, enfin voilà, une des dernières questions, on va dire, de l'épisode. Ce serait par rapport du coup aux travaux. Donc effectivement, t'as le côté automatisation qui te permet là, de chiffrer, on va dire, un peu plus précisément tes devis, etc. Est-ce que t'as déjà eu quand même des surprises avec peut-être une galère un peu travaux, enfin voilà, que t'aurais pas forcément, comment dire, chiffré avec, tu vois, l'automatisation? Est-ce que tu as déjà eu une grosse surprise sur un de tes chantiers? Oui, alors effectivement, alors sur le tout venant, on va dire la rénovation, non, parce qu'on est quand même sur des prix qui sont souvent les mêmes. Donc je parle de tout ce qui est second œuvre. En revanche, sur le gros œuvre, c'est souvent très compliqué. Que ce soit la charpente, que ce soit les ouvertures de murs porteurs, par exemple, tout ce qui est maçonnerie, ouverture de tableaux pour agrandissement de fenêtres, etc. Pour ça, il faut souvent le faire chiffrer, parce que il y a des choses qu'on maîtrise pas, en fait, ne serait-ce qu'au niveau structure. Parfois, il va falloir mettre une IPN, parfois, il va falloir mettre une poutre de béton, remettre un poteau. Parfois, ça va être des murs en pierre, parfois, ça va être des murs, je sais pas, en pisé. Par exemple, en Bourgogne, il y a souvent des murs en pisé, donc qui sont en terre. Donc, les ouvertures de murs porteurs, c'est très compliqué, parce que c'est des murs en terre. Il y en a beaucoup en Bourgogne, Beaujolais, jusqu'à Lyon même. En Bretagne, on a les maisons en pierre spécifiques où on va devoir reprendre spécifiquement des ornements. Donc ça, c'est des chantiers où il va falloir spécifiquement faire des devis. Et ça va être compliqué d'automatiser. On va pouvoir faire une approche. Mais qui reste assez peu précise finalement. Oui, c'est ça. Et j'ai un autre exemple sur de la toiture en ardoise amiantée, par exemple, ou en bardeau bitumeux, ou en ardoise amiantée, oui. Où là, on va avoir le coût du désamiantage, on va avoir éventuellement de la reprise de charpente dessous, parce qu'on ne sait pas dans quel état sont les chevrons. Donc ça, le gros œuvre, donc tout ce qui est terrassement, maçonnerie et toiture, quand on arrive là, on est déjà normalement des spécialistes en travaux. C'est soit qu'on fait de l'immeuble ou de la maison, donc il faut pas commencer par ça. Mais ça, c'est très compliqué à chiffrer de manière automatisée. L'automatisation, elle fonctionne plus pour le second œuvre et de manière assez fiable. D'accord. Ok, ça marche. Donc pour le coup, pour le gros œuvre, c'est quelque chose qu'on peut estimer de manière hyper approximative, mais c'est quand même mieux effectivement de faire passer pour le coup des artisans pour chiffrer de manière bien précise, quoi. Ouais. Ça marche, hyper intéressant là-dessus. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour les auditeurs, du coup, pour se lancer peut-être dans l'automatisation? Le premier conseil, c'est d'apprendre, déjà de prendre un abonnement à une IA, quelle qu'elle soit. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ChatGPT parce que ça a été le premier, il y en a d'autres et qui fonctionnent très bien. Je ne suis pas du tout fermé sur une IA, mais de tester la puissance, en fait, de vraiment s'astreindre à faire ce que j'ai dit tout à l'heure, à dire j'ai quelque chose à faire, je vais demander à l'IA comment le faire et comment je peux l'automatiser par la suite. Et en fait, en faisant ça, on change de point de vue finalement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on passait du temps à faire des choses qui sont chronophages et qui sont pas nos compétences, quoi. Ouais, donc c'est vraiment mettre les mains dedans, même en version gratuite. On a des pour moi, c'est une révolution.
j'ai eu la chance, je commence à être un petit peu vieux, j'ai connu Internet qui est arrivé dans les fin des années 90 et ça a été une révolution. Et pour moi, l'IA, c'est la deuxième révolution. On est au même niveau. Donc il faut s'astreindre. Au début, Internet, on ne savait pas trop. Quand on regarde les reportages, les gens disaient mais oui, super, mais ça sert à quoi à quoi ça va servir on ne sait pas. On comprend pas. Et finalement, c'est en l'utilisant, on dit ah mais en fait, on peut faire ci, on peut faire ça. Et l'IA, c'est ça en fait. On se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire. Et même moi, tous les jours, hein, je me dis tiens, je vais faire ça. Ah bah ouais, je vais demander à l'IA. Ah bah oui, mais excellent. Ça te donne des idées en continu, quoi. Tout le temps, ouais, tout le temps. Donc il faut se lancer, il faut le faire, il faut s'y mettre. Dans 5 ans, il y aura ceux qui seront passés à l'IA et puis les autres qui seront complètement largués. Hein. Donc il faut prendre le train en marche. Et je dis 5 ans, c'est peut-être 2, hein, donc il faut y aller. Il faut y aller. Ok, bah écoute, super. En tout cas, merci beaucoup Guillaume. C'était hyper intéressant d'avoir vraiment ce regard sur l'automatisation, l'IA, comment on peut l'utiliser pour se faciliter la vie en tant qu'investisseur, entrepreneur et autres finalement, parce que même pour des salariés, ça peut aussi servir très clairement. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Alors, je suis plutôt sur Instagram. On peut me trouver sous mon nom, Guillaume Artas, A-R-T-A-S, et aussi sur mon site puissance.imo. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, et puis je te dis à bientôt. À bientôt.